Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ça y est, nous y sommes, fin décembre, le moment tant redouté pour moi à chaque fois, le moment de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, un dernier temps d'échange avec Stéphane Grisard, l'auteur qui nous a fait l'honneur et le plaisir de partager avec nous son livre POC durant ce mois de décembre dans la box L'Arbre à Palabre. Bonsoir Stéphane. Merci d'échanger avec nous, avec les abonnés, les personnes qui contribuent à l'Arbre à Palabre, à faire vivre l'Arbre à Palabre. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va, pendant ces quelques minutes, une demi-heure, 40 minutes qui viennent, parler de toi, parler de ton livre. On va essayer, enfin en tout cas moi, je vais faire en sorte d'apporter un éclairage complémentaire à qui est Stéphane Grisard et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre d'une manière générale. Et voilà, merci de prendre le temps d'échanger avec nous pendant ce moment. Alors pour commencer, raconte-nous Stéphane, qui es-tu? Qui es-tu? Eh bien, en fait, donc moi j'ai 44 ans, j'habite en province, pas loin d'Angers. Mon parcours est un peu atypique, à savoir que j'ai fait beaucoup de choses différentes pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé par être comédien sur Paris. Ah J'habite oui. à Paris, parce que je suis parisien d'origine et du coup j'ai fait les cours Florent quand j'avais juste après le bac. Et puis au cours Florent, j'ai commencé à écrire des petites choses, des petites scénettes, etc., qui étaient pour jouer sur scène, quoi, tout simplement. Ils nous demandaient des thèmes, et puis bah, moi, je me suis lancé un peu à l'écriture comme ça, mais vraiment presque par jeu, quoi. Enfin, il n'y avait aucune ambition d'écriture derrière, c'était vraiment comme un jeu, quoi. Ouais. Et puis voilà, après j'ai eu tout un parcours théâtral, j'ai joué théâtre, etc., les textes et tout ça. Et puis en fait, un jour sur Paris, je devais avoir, je sais pas, 23 ans ou quelque chose comme ça, un peu plus tard. J'ai écrit une première pièce que j'ai essayé de monter avec des amis. Et puis en fait, je m'apercevais qu'on commençait à répéter, mais qu'il y avait un énorme casting à ce moment-là qui se passait sur la France entière, qui était proposé par Paul Lederman, le producteur qui était de Coluche, Le Luron, Les Inconnus, tout ça, qui cherchait des nouveaux comiques et il s'était associé avec Philippe Bouvard, qui avait à l'époque le théâtre de Bobino et tout ça. Et ils avaient décidé de faire des castings sur la France entière pour essayer de trouver un peu le petit théâtre de Bouvard, mais de l'époque, quoi. C'est-à-dire retrouver les figures comiques de l'époque. Donc voilà, donc ils ont fait, je crois, entre 900 et 1000 auditions. Ils sont allés à Marseille. Enfin, c'était un peu la nouvelle star de l'humour de l'époque, quoi. Et ils ont voyagé un Déjà peu à dans tout l'époque. ça. C'était déjà ça. Et puis ils ont fait passer des auditions. Et il s'avère que bah, moi, je me rendais compte que les gens avec qui je montais le spectacle, ben, ils allaient tous passer les auditions, en fait. Ils écrivaient tous des sketchs, tout ça, ils allaient passer les auditions. Et donc, je me suis senti un peu lésé, moi, sur mon projet, parce Ouais. que bah, je monte un spectacle, je l'ai écrit, puis en fait, tout le monde passe les auditions. Donc, s'ils sont pris, bah, je vais me retrouver tout seul avec ma pièce. Ouais, ouais, ouais. Donc, C'était une un pièce peu, comique aussi, c'était ce une que tu comédie. avais écrit? C'était Ouais, une c'était comédie? Oui, pour la d'accord. télé-réalité, que du coup, j'ai jamais monté, qui a jamais été joué. Puisqu'en fait, bah, un peu en réaction à ça, un week-end, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais écrire des sketchs. Bah oui. Je vais y aller, et puis il n'y a pas de raison que j'y aille pas. Et puis là, ben, le coup de bol, en fait, à savoir que moi, j'ai fait partie des 30 derniers qui sont restés et Oh qui ont été. punaise, la Donc, classe! du coup, je n'ai pas monté ma pièce et que je me suis retrouvé, du coup, produit par Bouvard Lederman pour jouer à Bobino, mes deux sketchs pendant, je crois que ça a duré 6 ou 8 mois. Donc D'accord. voilà, ça a été mon premier rapport un peu professionnel à l'écriture, puisque bah, là, je me suis dit, ah, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, bah oui, complètement. Et puis, Super rapport, parce que j'imagine que tu as dû côtoyer des sacrées pointures quand même. ah bah alors c'était les pointures, attention, moi à l'époque, bah, de l'époque de toute cette équipe qui est sortie de là, il y en a quelques-uns qu'on voit encore un peu tourner, Denis Ah Maréchal, bah etc. oui. Un Ah peu de cinéma. oui, ah oui, quand même. Et Ah ouais. voilà, il y avait toute la bande du Carré Blanc avec qui on traînait aussi à l'époque, donc il y avait du Jardin, tout ça, etc., qui était un peu périphérique. Il y avait Titoff aussi qui avait été, qui faisait partie des castings de Marseille. Enfin, bref, il y en avait quelques-uns qu'on retrouve un peu maintenant dans les médias. Oui. Alors des fois, maintenant, ils sont partis sur de la radio, sur d'autres choses, mais enfin, on les revoit à droite, à gauche.
Et donc, au sortir de ça, ben, Bouvard a relancé une émission de télé. Il voulait recréer un nouveau petit théâtre de Bouvard. Et donc, ben, il avait besoin d'auteurs. Et j'ai eu une sorte de pif incroyable puisque je lui ai proposé en fait l'idée d'un idiot du village. Donc, en fait, c'était Ouais. prétexte à balancer des brèves façon des proches et tout ça. Enfin, voilà, ce que Mhm. j'aimais beaucoup Mhm. dans le type d'humour, moi. Et du coup, j'ai réussi à bah, choper une petite pastille récurrente dans toutes ces émissions. Donc, du coup, ben, Mhm. j'ai été auteur pendant comme ça, pendant tout le temps de l'émission, pendant un an et demi. Ah, super. J'étais auteur récurrent de l'émission, à caser des brèves comme ça pour un personnage qu'on a créé. Alors moi, je ne jouais pas dedans. Là, pour le coup, j'étais Ouais. que auteur. Et puis, bah voilà, bah, j'ai travaillé avec Bouvard comme ça. Et puis bah, du coup, voilà, sur l'émission de télé. Parallèlement, moi, comme j'avais besoin de bosser, je m'étais fait engager chez Canal+, en fait. Mais Ouais. je m'étais Ouais. engagé comme agent de sécurité. Donc, j'avais sorti un CV comme si j'étais ceinture noire de sixième dan. De karaté. Alors que moi, j'avais évidemment pas Oh, une trop once fort, trop de fort. sport de combat en moi, hein, parce que j'avais dû faire handball et ping-pong. Et je me suis engagé quand même, du coup. Donc, j'ai fait la sécurité à Canal. Et très rapidement, je me souviens très bien, dans le sous-sol, parce que je surveillais les parkings, enfin, les trucs très Mhm. réjouissants. Voilà. Du coup, j'ai chopé Bruno Gassio, qui était auteur au Guignol. Oui, Et oui. je l'ai chopé entre quatre yeux. Il arrivait avec sa grosse moto, là. Et je lui ai dit, bon, bah voilà, j'ai été franc avec lui. J'ai pris le risque. Je lui ai dit, bon, voilà, je suis un imposteur. J'ai postulé à Canal Plus à la sécurité parce que c'était le seul moyen que moi j'avais de rentrer à Canal. Mais en réalité, je ne suis pas plus agent de sécurité que vous. S'il se passe quelque chose, il vaut mieux courir. Et ça l'a fait marrer. Ça l'a fait marrer. Je lui ai dit, voilà, moi, ce que je voudrais, c'est plutôt bosser en tant qu'auteur. C'est trop Mais je ne savais fort. pas où frapper, où aller. Mais maintenant que je suis dans la maison et que je vous tiens. Et donc, il m'a dit, bon, bah, tu frappes à la bonne porte, mais c'est pas la bonne personne, puisqu'effectivement, il avait un directeur artistique au-dessus de lui. Au-dessus Donc, il de m'a lui, dit, ouais. bah, quelle heure est ta pause? Donc, voilà, il m'a dit, bah, viens dans le bureau, je te présenterai le directeur artistique, et puis tu vas discuter avec lui. Et donc, bah, voilà, je me suis retrouvé à discuter avec ce mec-là, qui effectivement m'a dit, bon, bah, écoute, nous, on est toujours à la recherche de pigistes, parce que moi, je croyais qu'il n'y avait que l'équipe des Guignols qui écrivait, quoi, que Ouais, c'était ouais, théâtre. ouais. Mais en final, non, il y avait aussi des auteurs périphériques qui fournissaient des sketchs chaque jour, mais qui n'étaient pas les auteurs reconnus et puis qu'on Oui, oui, oui. connu, quoi, les Alain, tout ça, etc. Donc, je me suis mis à devenir pigiste pour les Guignols en parallèle. Donc, j'ai fait Bouvard et en parallèle, j'écrivais pigiste pour les Guignols. Génial. Donc, bah, là, j'envoyais 10 sketchs par jour, puis ils m'en prenaient un quand ça Ouais. correspondait, Sacré quand ils aimaient. apprentissage, quoi. Ouais. Ouais, C'est énorme. C'est ouais, énorme. c'était chouette, c'était une chouette expérience. Mm. Et puis, ben, évidemment, ça, du coup, on se met à rencontrer des auteurs qui disent, bah, va voir à Bah tel oui. endroit, cherche des auteurs. Mm. Enfin, c'est un réseau, quoi. Et puis, bah, là, j'ai été Mm. contacté par Énergie, qui cherchait pour la matinale. Ils avaient le Festival Robles, ça s'appelait à l'époque. Et c'était deux comiques qui faisaient la tranche 6-9 le matin sur Énergie. C'était Robles et Gigot, là, deux gars un peu comiques, là, qui faisaient de la radio. Qui, pareil, cherchaient des mecs pour leur écrire ben, les brèves du matin, les petits traits d'humour, les blagues, tout ça, etc. Donc, je me suis retrouvé aussi à écrire ça en même temps. Voilà. Donc, ça a entraîné. Et puis, du coup, bah, je passais comme ça de la télévision, où c'était des sketchs sur scène, à les guignols avec les marionnettes. Et puis, en parallèle, ben, j'écrivais pour Énergie aussi et les brèves du matin. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture, en fait. Euh, Génial. un peu Mais par hasard. plutôt, ouais, un peu par hasard, mais Ouais. pas tant que ça, puisque mine de rien, tu étais quand même attiré par le théâtre au départ, et puis de Oui. fil en aiguille, ça s'est transformé en Ouais. écriture que tu as affinée, etc., au gré des années. Mais et à ce moment-là, pardon, est-ce qu'à ce moment-là déjà, tu avais en tête l'histoire de Puck, ou ça t'est venu bien plus tard? Non, non, à ce moment-là, j'avais juste l'idée de réussir sur Paris dans ce que je voulais. Et Ouais, pour moi, ouais, l'écriture ouais, était un moyen d'accéder. ouais, d'y arriver. C'est un outil Mm. que j'avais pour accéder au fait d'être comédien. Mm. Donc, moi, je me servais Ouais, de ça comme un outil. Mais j'avais aucune velléité plus que ça d'écriture ouais, ouais. voilà, j'en étais vraiment pas là à ce moment-là. Et puis au départ, tu étais plutôt sur la comédie, comme tu le Moi, disais toi-même. à ce moment-là, Ouais. j'étais vraiment comédien. Et pour moi, l'écriture n'était qu'une clé qui me Mm. permettait d'accéder Ouais, à. ouais. Derrière ça, on m'a proposé d'écrire pour des magazines. Donc, Mhm. j'ai écrit sur Homme et Commerce, qui est le magazine, un bimensuel qui vient d'HEC, qui est produit par HEC, Ouais, qui est édité ouais, par ouais. HEC.
et qui parle de qu'est-ce que font les anciens HEC, qu'est-ce qu'ils deviennent. Alors, ça va aussi bien du président de Carrefour, c'était le directeur de la Monnaie de Paris, mais il y avait aussi Jean-François Stévenin, qui était un grand comédien, il y avait Daniel Benoît, qui était un metteur en scène. Enfin, moi, du coup, on m'orientait beaucoup vers les choses artistiques. Et puis, j'ai commencé à être rédacteur de ça, et puis journaliste, puisque je suis allé faire des reportages, du coup, de personnages comme ça. Donc, moi, ça m'intéressait beaucoup parce que c'était vraiment un univers que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé avec des trucs un peu improbables, de voir les arrière-coulisses, par exemple, de la Monnaie de Paris, de monter sur les toits de la Monnaie de Paris, de me retrouver ça doit être dans impressionnant, là, oui. Ouais, dans des lieux improbables et des personnes que j'aurais certainement jamais rencontrées. Donc, bien voilà, sûr, complètement. Et puis, en fait, là, j'ai commencé à avoir un premier déclic d'écriture, à savoir que le gars qui m'engageait, qui était donc le rédacteur en chef du magazine, m'a dit, tu sais, il y a comment s'appelle, l'imprimeur qui est venu me voir. Donc, je lui dis, ah bon? Et il me dit, oui, il est venu me voir en me disant, dis donc, tu as changé de rédacteur. Et donc, il lui dit, oui, effectivement, j'ai un nouveau rédacteur et tout ça. Et il lui dit, ah bah oui, ça se voit parce que je me suis mis à relire les brèves. Oh, sacré compliment! Et Oh, donc, du coup, punaise! quand l'imprimeur, qui est vraiment le type qui est là juste pour faire du offset et imprimer le bouquin, sur le magazine HEC, qui est quand même un magazine pas très très sexy ni funky, hein, à part même de l'info qui n'est pas toujours, voilà, si on n'est pas du service, c'est pas très intéressant. Et le fait qu'il ait dit ça à un type dont c'est juste le boulot d'être imprimeur, qui d'un seul coup a dit comme ça qu'il avait remis le nez dans le bouquin et qu'il relisait les brèves parce que ça le faisait marrer, parce qu'il y trouvait un ton, etc. Je me suis dit, ah ben, je me suis dit, un petit coup derrière l'épaule en me disant, ben, ça veut dire qu'il y a peut-être une patte, une plume, quoi, qu'il y a quelque chose. Et donc, du coup, voilà, ça m'a aidé. Mais parce que ça veut dire que jusqu'à cet instant-là précis, tu avais encore des doutes sur la qualité de ton écriture? Des doutes où tu t'étais même peut-être jamais posé la question, en fait, c'est ça. Ouais. Et d'une, je pense que je ne m'étais pas posé la question. Et de deux, pour moi, c'était un truc que je savais faire et que j'utilisais, mais qui était un espèce de truc naturel qui ne demandait pas un effort particulier, tu vois, parce que j'allais assez vite à écrire. J'ai toujours écrit très vite. Et du coup, moi, je crois que je ne me posais pas la question. Et puis en plus, je savais faire, en fait. Tu sais, quand tu fais les guignols de l'info, tu prends l'actu et puis tu la dissèques, tu essaies de trouver un point de vue, tu arrives à trouver des contrastes, des concepts. C'est drôle, mais il n'y a pas grand-chose de toi dedans. Enfin, je veux dire, c'est un sketch, quoi. Donc, voilà. Mais que le type voit quelque chose d'écriture dans une rédaction sur l'ouverture d'un carrefour en Chine, si tu veux, ça me laissait beaucoup plus perplexe. Je comprends. Tu vois, le mec, il repère un style d'écriture dans des infos. Ah non, mais carrément. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Donc, du coup, ça m'a un peu poussé à, tu vois. Et là, j'ai commencé à écrire une première pièce, mais vraiment où là, je me suis dit, j'ai envie de, voilà, j'ai une pièce, je vais écrire quelque chose de plus personnel. Donc, j'ai écrit une pièce qui n'a pas été éditée, mais que j'ai montée, qui était 4 monologues de femmes, en fait. Donc, j'avais écrit un qui s'appelait Le sel des Cantus, où, en fait, c'était des 4 monologues de femmes qui racontent des souvenirs à elles, en fait, et des souvenirs sur les femmes. C'était une pièce jouée par des femmes sur des femmes. Donc, il y en a une qui parlait de sa sœur, l'autre de sa mère. De mettre tout ça en scène. Et je l'ai mis en scène aussi, cette pièce. Excuse-moi, ça a coupé. Je ne sais pas si tu as entendu ce que je t'ai dit. Et du coup, tu m'as dit que ça a pas, que du coup, cette pièce n'a jamais vu le jour quand tu l'as écrite. Mais est-ce que depuis, tu t'es dit que peut-être, un jour peut-être, tu la mettrais en scène? Alors, à l'époque, je l'ai mise en scène. Oui, quand même. Elle a été jouée, mais voilà, ça n'a pas été plus loin. Et puis, je ne l'ai pas rééditée. Je n'ai même pas cherché à la faire éditer. Moi, je n'étais pas du tout dans une reconnaissance de la pièce. Moi, j'étais à nouveau dans le théâtre, joué, dans cette logique-là. Je n'étais pas dans une logique d'édition. Au sortir de ça, eh bien, en fait, moi, j'ai continué en parallèle mon métier de comédien. Donc, j'ai eu à travers ça des pièces que j'ai jouées. J'ai tourné des films, des choses. Donc, j'avais les pieds un peu, tu vois. Donc, en parallèle, il y avait tout ça. Et puis, des périodes creuses où aussi il fallait manger. Et puis, il fallait que j'aille faire d'autres boulots à côté. Donc, je me retrouvais à faire des boulots dans des aéroports, des hôtels, des machins, parce qu'il fallait manger. C'est une vraie vie de saltimbanque, hein. C'est le vrai, quoi, la bohème, la vache enragée. Mais c'était chouette, hein, c'était super. Tu m'étonnes, ouais. C'était riche, ça boostait, quoi. Et puis un jour, en fait, j'ai rencontré une petite équipe
Alors, il s'avère que moi, je suis né en banlieue parisienne, hein, parce que je dis que je suis parisien, c'est un raccourci, mais je suis de banlieue parisienne. Et il s'avère que parmi mes amis d'enfance, eh ben, en fait, il y en a qui travaillaient dans la musique, donc qui travaillaient autour notamment du hip-hop, du rap. Il y en a d'autres qui sont devenus réalisateurs, notamment de clips, qui avaient une grosse boîte de clips à l'époque. Et bah, parmi ces amis-là, on est deux, trois à s'être réunis, et notamment un qui était réalisateur d'une boîte de clips, qui était un ami de collège. On s'est connus en sixième et on Ouais, était ouais, potes. Et puis un autre qui, alors lui était rappeur, faisait partie d'un groupe de rap qui s'appelait Deux Balles de Nègre, qui avait pas mal marché dans les années 90. Et puis le groupe s'était arrêté et il avait monté un autre duo qui s'appelait à l'époque Gomez et Tavares et qui s'appelait, après il a monté Gomez et Dubois avec ouais. Faf Larage, là, un rappeur de Marseille. Et bah, ils avaient sorti une reprise d'Hotel California, puis ils avaient sorti justement Gomez et Tavares, le fameux titre qui était passé beaucoup en Oui, radio à l'époque, ouais, qui avait beaucoup ouais. marché. Et il faut savoir que ça a été acheté, en fait. Le concept de ces deux flics pourris, un de Marseille, un de Paris, un peu ripou, le concept a été acheté par un producteur et qu'ils ont voulu écrire le film, du Mhm, coup, Gomez. mhm. Et donc, ce gars-là qui écrivait, qui était rappeur, le mec qui était réalisateur et moi, on s'est retrouvés du coup à monter une petite escouade comme ça. Et on s'est retrouvés à l'écriture engagés pour écrire Gomez et Tavares. C'est génial. Donc Et voilà, c'est donc devenu le Gomez et Tavares qu'on connaît aujourd'hui, quoi. alors, les C'était Gomez et avec, Tavares 1, il y en a c'était deux Stomy épisodes. Bugsy, je sais pas, ouais, c'était ça, Ouais, hein, Stomy avec, Bugsy et Titoff, ouais, c'est ça. justement. Ouais. D'accord. Donc, en fait, bah, on s'est retrouvés à écrire ce Gomez et Tavares-là. Voilà, donc ça a pris 14 mois d'écriture. Donc, c'était le premier long métrage. Et puis voilà, après, je suis un peu passé à autre chose. Parce qu'une fois de plus, moi, je n'avais pas abandonné mes Ouais. envies de jouer, de travailler. Donc, j'ai continué. J'ai écrit d'autres pièces. J'ai écrit deux autres pièces, en fait, derrière, qui ont été jouées, les deux. J'ai dit deux autres pièces, j'en ai écrit trois autres pièces, j'en oublie une, mais la première que j'ai écrite, c'est une pièce que j'ai coécrite avec Alphonse Boudard, parce qu'en Oui, fait, oui, on avait une parlé, compagnie, oui. Mm. voilà, je faisais partie d'une compagnie et en fait, ben, on était en accointance avec Alphonse Boudard et puis ben, on a décidé d'écrire une pièce sur son œuvre parce qu'on aimait beaucoup son œuvre. Donc, moi, j'ai lu l'intégrale de Boudard, et puis, ben, du coup, on a écrit une pièce, coécrit une pièce où il y a à moitié de ce que j'ai écrit moi, à moitié de texte à lui. On a fait une sorte de montage sur son univers, ses thématiques et tout ça. Et ça, on l'a joué. Ça a été joué à Avignon, ça a été joué à Paris, en région parisienne, et c'est même joué jusqu'à encore, parce que ça, c'était en 2005. Et ça se joue encore aujourd'hui. Il y a une troupe luxembourgeoise qui le joue, qui va le jouer en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, enfin, Ouais, qui c'est arrête pas de le faire génial, c'est depuis deux génial. trois ans. Et donc, voilà, la pièce continue à vivre. Elle s'appelle Ouais, à Boudard. vivre. Boudar Et elle Song, continue très bien. ouais, elle fait son chemin. Ouais, c'est Euh, génial. ensuite, j'en Mais ai- du, Oui, mais du coup, de tout ce parcours riche-là, à quel ouais. moment, vraiment, tu as commencé à penser à POC? Est-ce que tu sais l'identifier ce moment où c'était quand même très, très diffus? Bah, durant toute cette période là où j'ai écrit les différentes pièces, j'ai écrit 10 pages. J'ai écrit 10 Ah oui. pages que je Ouais, quand reprenais même. chaque année. Hmm. Que je reprenais chaque année en rechangeant des choses à l'intérieur, Hmm. en remaniant, en enrichissant. Mais j'écrivais toujours ces 10 premières pages que je Hmm. réécrivais, que je relaissais tomber, que je reprenais l'année d'après, que je recorrigeais, que je relaissais tomber. Et j'ai fait ça pendant ouais, presque 10 ans. Quoi. Pendant presque 10 ans. Donc, c'est-à-dire l'envie d'écrire quelque chose de plus long qui s'apparenterait à un roman, je l'ai eu, mais sans jamais vraiment me lancer dedans, sans jamais vraiment y penser. C'était plus, je prenais une feuille, je me suis lancé, j'ai écrit 10 pages, mais après, je n'avançais plus. Quoi. Donc, je ne faisais que retravailler ces 10 pages pendant, ouais, ça a duré peut-être 10 ans. Et ce sont les mêmes 10 pages, 10 premières pages qu'on retrouve dans le POC actuel ou ça a complètement changé? Alors, il y a, sur ces 10 pages, on va dire qu'il y en a quatre cinq qui sont encore en filigrane D'accord, dans le début, d'accord. dans les 20-30 premières pages de POC. Mais le tout début a changé. Après, tout s'est construit différemment parce que, évidemment, entre ce que j'avais imaginé au départ et ce que j'ai écrit, il y a une différence au final. Tu as évolué. Ah, Ouais. ah. Oui, puis je suis reparti de ces 10 pages quand même. Hein. Quand j'ai voulu écrire, je suis Ah reparti de bah ces oui, 10 pages. ouais, Mais ouais, j'ai c'est commencé génial. par sucrer dedans ce qui m'allait pas à enlever. Et à partir de là, ça m'a donné juste la petite étincelle pour repartir. Et je suis reparti dans l'écriture. Et puis après, ça s'est modulé, modifié, etc. Et si on arrive donc à l'écriture
réelle, enfin l'écriture du livre. Est-ce Oui. que tu disais donc les 10 pages t'ont pris en gros 10 ans. Oui. Ensuite, ça a été très très fluide. Tu as mis Oui. combien de temps au final pour écrire cet ouvrage au complet? Est-ce que ça a nécessité un temps particulier? Est-ce que ça a nécessité des rituels particuliers pour arriver à sortir cette histoire? Alors déjà, je me suis lancé qu'au moment où en fait l'histoire elle était totalement construite, quasiment j'ai envie de dire D'accord, écrite dans ma tête. C'est-à-dire que d'accord. je savais exactement où j'allais, qui étaient mes personnages, comment je voulais construire mon roman. Je savais exactement comment tout allait se passer. Et Mhm. pour moi, écrire un roman, c'est un peu comme partir en avion, c'est-à-dire que je ne monte que si je sais où je vais atterrir. Où tu vas? Je sais que je vais atterrir. Sinon, si on me dit que je ne vais jamais atterrir, je ne monte pas dans un avion. Hein, je D'accord. ne monte que Ouais. parce que je sais que je vais atterrir. Donc, ça ne veut pas dire que finalement, l'endroit de l'atterrissage ne va pas changer au fur et à Mhm. mesure de Mhm. l'écriture et que finalement, je vais peut-être atterrir ailleurs et que ce sera encore mieux. Mais quand même, quand je pars sur quelque chose, il faut que je sache où est-ce que je vais. Mhm. Donc, une fois que ça a été complètement construit dans ma tête, effectivement, c'était un été. J'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai d'énormes dépendances et j'ai une énorme grange, en fait, une ancienne grange à bestiaux, etc. Et je me suis enfermé pendant 15 jours dans la grange. Et Ah en oui, fait, je l'ai d'accord. écrit durant ce temps-là, dans 15 jours. Alors, il y avait des journées, ça pouvait monter jusqu'à 12-14 heures d'écriture, puis Mhm. d'autres où c'était que 8 heures. Mais ça s'est écrit comme ça d'un jet. Le premier jet a été sorti en 15 jours. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Bah, Et je ne sais pas comment font les autres, mais moi, en tout cas, c'est comme ça. Je sais qu'il y en ouais. a qui ont besoin Ah, d'écrire tous les jours. Moi, ce n'est pas du tout le cas. J'ai besoin d'y penser tous les jours. J'ai besoin d'y rêver. mhm. J'ai besoin de le construire. J'ai besoin d'y penser. J'ai besoin. Ça revient à plein de Mais moments. Une fois que c'est Mais prêt, ça ça veut part. dire que, excuse-moi, ça veut dire que tu prends pas de notes. C'est juste dans ta tête. Tu arrives à te souvenir de tout. C'est Oui. juste dans ta tête. Tu construis l'histoire, tu construis les détails, mais Oui. jamais en écrivant. Non. Ah ouais, d'accord, Non, je prends pas. d'accord. Alors, si je peux prendre Tu les seuls. t'enregistres peut-être, non? Non, même Comment? pas. Tu Non, je m'en. t'enregistres peut-être, non? Mm. Mais les seules notes que je prends, ça peut être sur des idées. Je peux avoir une Mm. idée, ou une idée de personnage ou une idée de quelque chose, et ça, je le note. Quand dans la Mhm. vie de tous les jours, j'entends une histoire, on me raconte la vie de quelqu'un, j'entends une anecdote où je trouve que Mhm. c'est littéraire, qu'il y a quelque chose à en faire, que ça pourrait être un personnage ou que ça pourrait être une situation. Ça peut m'arriver de le noter sur des carnets. Voilà. Mais sinon, ou une idée de livre, tout simplement, de me dire, voilà, j'ai Oui, une oui. histoire, ça peut m'arriver d'un seul coup de l'écrire. Juste l'histoire en 2 lignes ou en 3 lignes. Mais sinon, sur l'écriture même, non, je ne prends aucune note. Très bien. Et comme je disais, moi, j'écris c'est des moments comme ça. Une fois que c'est construit Mm. dans ma tête, Mm. moi, je ne ressens pas ni le besoin ni l'envie de me mettre tous les jours sur une feuille blanche et d'écrire et de noircir des pages et d'avoir ce côté laborieux de l'écriture. Mm. Mm. Moi, Mm. je ne l'ai pas, en tout cas. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de ça. Mm. Moi, voilà, moi, j'ai besoin surtout de rêver le livre, de le penser, de l'imaginer, de le voir. Et une fois que j'ai vu, c'est comme un film, en fait. Une fois que moi, mon Ouais, film, je l'ai vu, bah, j'ai plus qu'à raconter ce que j'ai vu, en fait. ouais. Et Mais je me place plus dans une position de conteur, quoi. ouais, d'accord. C'est assez, parce que tu sais, il y a tout un tas de conseillers et même d'écrivains reconnus Mhm. qui évoquent le sujet et qui disent que euh, l'écriture vient en écrivant, quoi, et qu'il faut, pour affiner un peu sa plume, qu'il faut bah, tartiner, quoi, qu'il faut tartiner des pages et des pages et des pages, et qu'il faut être rigoureux dans la périodicité, dans la persévérance pour arriver à un moment donné à ce que l'écriture soit fluide. Donc toi, tu viens un peu à contre-courant de tout ça en Ouais. disant que ouais, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Mais par Et, exemple, moi, c'est une question de caractère, je pense aussi. Par exemple, moi, je vais pas oui, bah oui. moi, me promener, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire Mm, que je vais me promener si j'y ai un objectif. C'est-à-dire que ouais, ouais. j'ai besoin de savoir, alors ça peut être, je fais de la photo par exemple, si je vais me promener parce que j'ai envie de faire des photos, d'un seul coup, je vois un intérêt à la balade. Mais Oui. l'errance Mm, en soi, juste pour le plaisir de l'errance, ou là, me dire, il faut que je gratte tous les jours du papier ouais, parce que ça ouais. va affiner quelque chose, comme si j'attendais quelque chose d'un peu miraculeux. Moi, c'est quelque chose, là, non, moi, j'écris si j'ai un objectif à écrire. Mm, mm, Si j'ai pas mm, d'objectif à écrire, si j'ai pas quelque chose à dire ou à écrire, je le fais pas. mm. Ça Ouais, m'intéresse pas. mais bon, en même temps, tu avais vraisemblablement quelques facilités à, donc c'est peut-être plus aisé, on va dire, dans ce Peut-être, sens-là. Mm. peut-être.
que Mais certains autres. Parce que j'ai souvent des jeunes, des personnes qui ont commencé à écrire ou qui ont envie d'écrire et qui me questionnent. Alors, je suis pour le coup très mal placée pour y répondre, et je leur dis d'ailleurs. Mais néanmoins, il y en a plus d'un qui me dit oui, bah, comment est-ce que on arrive à un moment donné à sortir un livre, à passer de la page au chapitre, du chapitre à quelque chose d'un peu plus construit, et puis au final un livre, quoi. Et toi, vraisemblablement, en tout cas pour ceux qui t'écouteront, le conseil que tu donnes en filigrane, si je comprends bien, c'est que voilà, il faut faire les choses en fonction de sa personnalité, quoi, hein, en fonction de son. Ouais, ouais. Par exemple, le livre, moi, le premier livre que j'ai, parce que évidemment, au début, quand on se lance, etc., j'ai lu Écriture de Stephen King, qui a écrit un Oui, livre qui est oui. Ah oui, tu m'en formidable, as parlé, oui. où en fait, dans une première partie, il relate un peu son enfance et les événements de son enfance. Alors au début, on pourrait se dire, bon, il se répand un peu, mais pas du tout. Parce qu'en fait, je trouve ça intéressant parce que pour ceux qui connaissent son œuvre, du coup, on voit où est-ce qu'il est allé puiser, Ouais, où sont les racines de ses histoires. C'est-à-dire ces histoires horribles, affreuses, avec Carrie, Cimetière, tous ouais, les ouais, livres d'horreur qu'il a fait. On pourrait se dire, mais comment ce mec-là c'est... Mais en fait, on voit très bien que ça puise ses racines dans son enfance, dans les ouais, événements. Donc ça, je trouve ça très intéressant de voir qu'il a évidemment extrapolé, qu'il part d'une situation et qu'il extrapole, mais on voit où sont les racines de son écriture. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et dans la deuxième partie, il a fait carrément comme un petit guide de l'apprenti auteur, où il dit, bah voilà, moi j'écris toujours au même endroit, j'ai toujours le même rituel, je fais oui, toujours oui, la même chose, j'ai besoin d'écrire de telle heure à telle heure, il faut pas qu'on me dérange, j'écoute telle musique, je fais telle chose, et puis j'écris tous les jours, je ne déroge pas à la règle. Bon, bah très bien, ça marche pour Stephen King, c'est formidable. Donc moi au début, moi aussi, j'ai eu pas un complexe, mais je me suis dit, ah, bah, moi qui n'écris pas comme ça, et finalement, et puis j'ai lu L'épuisement de Christian Bobin, qui est un auteur que j'adore aussi, que voilà, je trouve son écriture formidable et tout ça. Il a écrit L'épuisement, qui est un livre comme ça d'aphorismes et de petits textes sur l'écriture, sur la littérature. C'est pas un roman formel, quoi. Et lui, alors, il dit l'inverse, quoi. Il dit, euh, il dit, moi, j'ai besoin de regarder par la fenêtre, j'ai besoin de voir rien des fois. J'ai besoin de voir une feuille accrochée à un arbre, ou une feuille tomber, des gouttes d'eau qui s'écrasent contre le carreau. Il a besoin de rêver les choses et pas forcément dans des choses extraordinaires, dans des choses ouais, simples, mais il a besoin d'être dans cette contemplation-là, dans oui, cette chose oui, simple du dehors, pour pouvoir revenir après à son ouais, écriture. Et il n'y revient que quand il y est prêt. C'est ce qu'il dit, lui, dans L'épuisement. Il dit, moi, quand je me sens prêt à écrire quelque chose, que je sens que je le porte et que c'est là, j'écris. Quand ce n'est pas le cas, voilà. Et effectivement, moi, ça se rapproche plus, je me rapproche plus de cette philosophie-là dans l'écriture, à savoir oui, que moi, oui. beaucoup plus besoin de contempler, de rêver mon livre, de rêver mon histoire. Mm, mm. Quand par exemple j'ai un blocage sur, des fois ça m'arrive de penser à ma trame et tout ça, etc., ce que je veux, quand j'ai un blocage, j'y pense plus, je laisse tomber, j'accepte de ne plus y penser, Ouais, parce que je ouais, sais que 3-4 jours après, d'un seul coup, je vais avoir l'éclair où je vais me dire, mais évidemment, c'est ça qui ne va pas. J'accepte de ne pas être dans le forçage, dans le labeur, il y a quelque chose d'un peu, mais c'est un peu un complexe ça. On a l'impression que à partir du moment où il y a talent, ça doit être quelque chose de laborieux. Non, c'est quelque chose qui oui, demande du oui, travail. bah, Mais le travail ne ouais, ouais. demande pas forcément quelque chose de laborieux. Ça peut être aussi Mm. quelque chose de jouissif, de positif, Bah, clairement, de- carrément. d'exaltant. Moi, je sais que Ouais. quand Mm. j'écris, il y a une notion un peu de transe. Enfin, on est loin quand même on n'est pas dans la transe avec de l'ayahuasca en Amérique du Sud, hein. Ouais, mais il y a quelque chose de Contrairement à tout ça, mystique. sur cette mystique, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que l'espace-temps, par exemple, se dilate. Ouais, ouais, C'est s'efface. très Mm. étonnant dans l'écriture. Quand je disais tout à l'heure, ouais, ça m'arrivait d'écrire entre 8 et 14 heures, ça m'arrivait d'aller jusqu'à 14 heures. On peut se dire, ouais, la vache, C'est mais en énorme. fait, moi, j'ai Ouais. l'impression d'avoir écrit 1 heure. C'est-à-dire que Mm. le moment où je me mets dans l'écriture, comme je suis dans les mots, dans l'écriture, que je suis lancé, le temps n'existe plus en fait. Il y a quelque Mm. chose de l'ordre Mm. de la Mm. transe. C'est en ça que je dis de la transe, parce que l'espace-temps Oui, n'existe plus. ouais, Et on ouais. est dans un espèce de truc de second, d'état second, qui fait qu'on est dans la créativité, que ça vient, que c'est fluide, que ça passe. Alors, est-ce que c'est mystique ou pas? J'en sais rien. Mais en attendant, moi, je suis beaucoup plus dans cette créativité positive, jouissive, exaltante, et voilà, que dans quelque chose qui serait de l'ordre du laborieux, du Oui, oui, difficile, oui. voilà, voilà, je suis pas là-dedans. Mais alors, parce que là, on a beaucoup parlé
parler là. Pour ceux qui nous regarderont et qui nous écouteront, ils comprendront que Stéphane est bavard. C'est vrai, c'est vrai, On va c'est vrai. juste, Stéphane, faire un petit peu, parce qu'on est parti loin, mais j'aimerais juste revenir quelques secondes Vas-y, sur le livre POC et d'accord. sur l'histoire du livre à proprement parler. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qu'on y découvre? Sans trop en dire, parce que certains ne l'auront peut-être pas encore lu. Qu'est-ce que où tu nous emmènes à travers ce livre? Alors, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à résumer. Hmm. J'ai eu du mal à le classer aussi quand on me demandait de le vendre. Il faut classer maintenant, hein. Il y a Oui, c'est fantasy, vrai, c'est vrai. romance, Ouais. new machin. Comment tu dis, Fante? Moi, pour moi, c'est un enfer, hein. C'est juste un enfer. Et c'est anxiogène, quoi. J'ai l'impression d'être un enfant de 3 ans qu'on emmène chez Ouais, le c'est tuteur clair. et qu'on Hmm. dit tu as le droit de choisir un jouet. Et là, je deviens fou. Et donc, c'est un peu pareil devant cette pléthore comme ça, de propositions thématiques. Alors, moi, je l'ai mis dans le classique, en fait. Ouais. Alors, classique, c'est un côté vieillot et poussiéreux, mais moi, j'ai l'impression que POC, c'est un roman classique, littéraire, Hmm. mais qui n'appartient Complètement. pas à un genre particulier. Ouais, ouais, c'est clair, je suis Euh, d'accord. enfin, voilà. Ensuite, le résumé, ben, c'est très difficile parce que effectivement, tout ce qu'on peut en dire, c'est que ça raconte 3 histoires, on va suivre 3 personnages, 3 enfants qui vivent chacun à des époques différentes du XXe siècle. Donc, on voit à travers leur enfance bah, aussi l'environnement familial, social, l'environnement historique, hein, évidemment, quand on est pendant la guerre 39-45 ou quand on est dans les années 60 ou dans les années 80, on n'a pas le même environnement, on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes problématiques. Et puis culturellement, il se passe des choses différentes. Et ben, c'est de voir, du coup, ça fait une sorte de petit panel historique comme ça de l'histoire de la deuxième moitié Mm, du XXe siècle, mm. je dirais. Et puis surtout, on va voir comment grandissent ces enfants, ce qu'ils deviennent, comment ils sont influencés par leur environnement familial, social, culturel, historique, comment ça les influence, comment ça les impacte et quels hommes ils vont devenir. Voilà. Et donc, on va suivre l'histoire en parallèle, comme ça. C'est pas une histoire, puis après la seconde, puis après la troisième. On passe de l'un à l'autre, comme ça. On fait des ponts Oui, pour essayer de oui, suivre un peu oui. les mêmes périodes chez les uns, chez les autres, mais en suivant un peu comme ça, jusqu'à ce qu'ils deviennent des adolescents et des hommes, et voir, évidemment, à la fin, c'est proche des films d'Iñárritu, type Babel et tout ça, que j'aime beaucoup. Où effectivement, eh bien, il y a un moment donné, ces histoires-là se recoupent, elles ont un lien, elles ont quelque chose qui fait que à un moment donné, ça prend sens dans la dernière partie du Mm, livre. mm. Et donc voilà, j'avais envie de construire un livre autour de ça et autour de thèmes effectivement sur l'enfance, sur la construction identitaire, sur la transmission aussi de génération à Oui, génération. Qu'est-ce qu'on se oui. transmet, quel héritage on a des générations qui sont venues avant, de notre histoire, de notre passé, et puis qu'est-ce qu'on en fait de ce passé-là. Comment est-ce que c'est une sorte de malédiction qu'on doit Mm, subir, ou est-ce qu'il y a moyen d'être en résilience, et comment on fait à ce moment-là pour se dire mm. il n'y a pas de malédiction, on peut devenir En fait, comment on devient fatalité, ouais. soi, en Mm, fait, totalement, mm. Ouais, malgré complètement. tout ce qui nous arrive des générations avant. Donc voilà, c'est un peu ça le thème du livre. Et effectivement, je l'ai composé. Je pense qu'il y a des moments drôles dedans, et puis il y a d'autres moments plus émouvants, d'autres plus Mm, durs. mm. Enfin, je l'ai vu un peu comme la vie. La C'est vie, difficile de quoi. Ouais, la raconter vie, la voilà. vie de 3 personnages sans mêler toutes les émotions qui font la vie, avec Ouais, ses joies, ses ouais. tristesses, ses injustices, ses travers, mais ses moments de réconfort, ses espoirs. Il y a un peu Mhm. tout ça dedans, quoi. Ouais, Voilà. super, c'est joliment résumé. Effectivement, c'est le même effet que ça m'a fait à moi quand j'ai terminé et j'ai lu la dernière phrase. C'est ça, tu nous as raconté des tranches de vie avec avec tout ce que cela peut comporter en souffrance, en non-dit, en incompréhension, en joie aussi. Et c'était vraiment, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai passé vraiment un très très bon moment. C'est une belle leçon en plus. J'ai trouvé ce livre, c'était une belle leçon de vie, vraiment. Donc je l'ai dit d'ailleurs, hein, Oui, oui, mais je bien le sûr. redis, c'était un très très bon livre, très bon livre. Donc merci pour le partage, hein, vraiment pour le coup, je Merci. n'ai pas regretté une seconde ma lecture. Mais à ce propos, est-ce que tu as toujours eu ce titre POC en tête ou est-ce que ça t'est venu à l'issue de l'écriture? Enfin, raconte-nous l'histoire de ce titre. Qu'est-ce que c'est Alors, POC?
Ouais, alors POC, alors ça va être, il y a plusieurs raisons à ça. La Mhm. première, c'est que je voulais, en fait, pour tout vous dire, j'avais un premier titre. Et ce Mhm. premier titre, c'était Un lézard sous la neige. Ouais. Voilà. Alors, ce qui faisait un peu un singe en hiver, qui faisait un peu. Donc, on m'a dit, ça fait un peu penser à ça. Alors, comme il y a un Ouais. personnage qui est dans les années 50, qui est très audiardesque dans le Ouais. langage et voilà, dans le verbe, donc, je me suis dit, bah, c'est très inspiré. Puis, on m'a dit, j'ai eu plusieurs retours qui m'ont dit, c'est pas totalement le livre, c'est pas sans rapport, mais ça donne pas vraiment le ton Ouais. exact du livre. Ouais, Ce c'est qui était vrai. assez. Alors, le lézard sous la neige, l'image, elle y est toujours dans le roman, hein. Pour ceux qui veulent chercher, c'est comme Où est Charlie, là, vous pouvez chercher. Il y a le mot, la phrase un C'est vrai? lézard sous la neige est Ah, dans je le vais livre. chercher. L'expression l'y est. Mais, mais en réalité, je voulais quelque chose qui puisse être le point commun entre ces trois personnages-là. Et POC, le mot POC revient dans le livre et il symbolise quelque chose que je ne peux pas dévoiler ici parce que ceux qui ne l'ont pas lu, ça donnerait un indice trop fort. Mais POC, c'est un bruit, c'est une onomatopée, enfin c'est un son, c'est quelque chose de sensuel dans le livre. Et ce bruit-là, il symbolise parfaitement le lien qu'il y a entre les Ouais. trois personnages. Mm. Et Mm. donc, je trouvais que c'était à la fois énigmatique, pour le coup, ça me plaisait de ce point de vue-là, mais en même temps, ben, je trouvais qu'il représentait bien Mm. le point commun entre ces trois Mm. personnages. Donc, ça me plaisait, et qui plus est, comme j'ai l'esprit assez chafouin, et ben, je ne voulais pas des titres à la mode, à rallonge, du type La grand-mère au bonnet rouge qui se cachait dans le placard de. Et en fait, je n'aime pas du tout ce qui est à la mode. Et donc, je me suis dit que, quitte à écrire un livre, ben, j'avais pas du tout envie de faire ces espèces de titres qui sont à la mode. Comme T'es un pour ma. rebelle, en fait, hein. T'es un rebelle. Ouais, bah, faut l'assumer, en fait. Euh, mais, euh, mais en tout cas, comme j'avais pas envie d'une pochette pastel avec des jolies couleurs pastel, on dirait une pub pour Ikea, un catalogue Ikea, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'une couverture qui représente bien le livre, mais j'avais envie de quelque chose qui soit aussi artistique, qui soit aussi joli à regarder, énigmatique. Pour moi, c'est un tout, un roman. Donc, je voulais que le titre soit interpellant, je voulais que la couverture soit interpellante, mais en même temps jolie et graphique. Ouais. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette couverture et ce titre de POC. Jolie couverture, d'ailleurs, hein. Merci. La fille, que des compliments, mais c'est vrai, c'est tellement mérité. Mais la couverture est chouette. Mais en fait, Vraiment, comme la je l'ai photo. expliqué sur l'arbre à palabres, j'ai la chance d'avoir un ami qui est un excellent photographe, qui Ouais, s'appelle Arnaud ouais. PL, et que j'ai contacté en lui disant, bah voilà, je t'offre le livre, tu le lis, et puis au sortir de ça, je te laisse libre de me proposer la couverture. C'est toi qui la feras, parce que j'ai Ouais. confiance. Et je te laisse libre choix dans ta créativité de me proposer la photo qui pour toi représente le plus possible le livre. Il m'a offert cette photo-là. Dès que je l'ai vue, j'ai dit c'est parfait. On n'a rien Ah bah retouché. carrément, On a gardé la carrément. photo pour la couverture et pour moi, elle est parfaite. Ah bah oui, elle est parfaite, elle est vraiment Ouais, parfaite. aussi. Écoute, c'est génial. On en sait maintenant un petit peu plus sur le livre, sur Ouais. toi bien sûr, mais sur le livre, sur l'histoire du titre et sur ton univers un petit peu plus. On sait maintenant que Stéphane a plutôt une âme rebelle On va pas se mentir. autrefois. Plutôt. Comment? Plutôt. On va pas se Un mentir, petit j'ai peu. tendance à dire Ah oui, bah plutôt. oui, un petit Ouais. peu quand même. Et on a évoqué aussi le message, enfin, assumé, hein, j'ai le Ouais. sentiment quand même que tu véhicules à travers ce livre-là. Euh, Est-ce que tu as appris euh, quelque chose en particulier en écrivant ou pas du tout? Il fallait que ça sorte, c'est sorti, point, t'es passé à autre chose. Est-ce que j'ai appris sur mon travail d'écriture, Ouais. tu veux dire? Oui, d'une manière générale. D'une manière D'une manière générale. générale, j'ai appris que de la même manière que je suis bavard quand on me parle, quand on me questionne, je pouvais l'être aussi dans mon écrit. Donc, j'ai appris à couper. Mm. C'est-à-dire qu'en le relisant, j'ai vu des passages qui me plaisaient beaucoup, hein. Enfin, je veux dire, Mm. qui me plaisaient beaucoup parce que ce que je racontais, voilà, mais je me rendais bien compte que c'était pas dans le thème de mon bouquin, que j'étais en train de digresser un peu, que j'amenais des fausses pistes au lecteur et qu'il fallait que je concentre mon écrit sur.
de qui je parle, ce que je veux raconter, comment je veux le raconter. Donc, j'ai appris à bien dégraisser comme ça sur mon texte pour en revenir à l'essence même, essayer de ne garder que l'essence de mon histoire, sans partir dans des digressions auxquelles je peux facilement me laisser aller. Donc vraiment, voilà, j'ai appris cette rigueur-là, la rigueur de la concentration, de la relecture de phrases. Je me suis posé beaucoup de questions sur des virgules, virgule, point. Ça, oui, j'imagine bien. Je suis très attaché au style, en fait. C'est-à-dire que, alors ça, c'est dû à Alphonse Boudard, qui m'a un peu dit ça, qui m'a dit, moi, je préfère un livre où l'histoire n'est pas extraordinaire, mais où il y a du style, qu'une très bonne histoire qui serait mal racontée. Et moi, j'avoue que je suis assez comme ça aussi au niveau de mes écrits. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait quand je dis un style, ça veut dire qu'il y ait une musique, qu'un écrire, il y a un style, il y a une musique, et voilà, il y a un rythme dans la phrase, il y a quelque chose. C'est pas juste des phrases. J'aime bien qu'il y ait dans l'écriture qu'il y ait quelque chose qui m'agrippe comme ça l'oreille. J'aime bien que voilà, c'est ça que j'appelle du style, comme des chanteurs qui ont une signature vocale ou des musiciens qui jouent, on sait que c'est leurs accords. Voilà, mais moi j'aime bien que chez un auteur, il m'accroche aussi l'oreille par l'utilisation de la langue, par ça. Donc j'ai bien travaillé parce que je l'ai écrit en 15 jours, mais après il y a eu une période de retravail. Oui. Voilà, évidemment, il n'est pas indispensable, sorti. Oui. Il y a eu toute une période de retravail avant que je me sente prêt à le sortir. Et en fait, voilà, donc j'ai retravaillé évidemment le texte. Donc ça, j'ai beaucoup appris ça, de la rigueur sur le texte et de revenir à l'essentiel et de savoir couper et de savoir même parfois couper avec un peu d'œil parce qu'on se dit, de regret. Et il y a un moment donné, il faut savoir dire, ben, tant pis, il n'a pas sa place dans ce livre-là. Et savoir couper pour revenir à l'essentiel de ce qu'on veut raconter. Voilà. Ça, j'ai appris. Et tu parlais tout à l'heure de musique, de style et de musicalité un peu dans l'écrit, mais pour parler de musique tout court, on écouterait quoi après avoir lu Poc ou en lisant Poc? On écouterait quoi selon toi? C'est difficile parce que comme Poc se diffuse sur 3 périodes distinctes, j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs je fais des références à des musiques dans le film parce que effectivement, moi, je pense que quand on est enfant ou adolescent, la musique est un élément moteur de notre construction identitaire. On n'a qu'à voir là, avec le décès de Johnny Hallyday, on voit bien que tous ces gens qui l'ont connu dans les années 50, 60, qui ont grandi avec lui. On grandit avec, bah oui. Que ce soit des fans inconditionnels avec le t-shirt et les aigles dans le dos, ou que ce soit simplement des gens qui l'ont écouté parce qu'il a fait partie de la radio, de ce qu'on entend, de patrimoine, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la construction, parce que quand il meurt, on a perdre quelqu'un qui a toujours été là et qui était proche. Et donc, choisir une seule musique qui pourrait être écoutable pendant le roman ou juste après. Une ou plusieurs. Eh bien, j'en sais rien. Évidemment, je me suis je me suis pas posé. Alors, je vais dire si c'était après la lecture du roman, je crois que la première chanson que je laisserai écouter, ce serait la version de Des Armes, chantée par Noir Désir, mais qui en fait est un texte et une chanson de Léo Ferré qu'il n'a pas eu le temps de sortir. Et qu'ils ont repris, eux, du coup, ils ont eu l'autorisation de leur sortir en 2001-2002. Ils ont fait une chanson qui s'appelle Des Armes, où il fait comme ça une métaphore entre les mots qui sont des armes et comment la poésie peut être une arme. Et j'aurais choisi ça ou Poète vos papiers de Léo Ferré, quoi. Plus pour l'après. Pendant, je crois qu'il faut zapper, il faut passer aux années 60, aux années 80, il faut varier, quoi. Ok. Et on arrive, Stéphane, à la fin de notre moment de partage et d'échange. Ça pourrait durer effectivement longtemps parce qu'on passe quand même, enfin, en tout cas pour ma part, je passe un réel bon moment. Mais on arrive à la fin. Mais avant ça, j'aimerais quand même que tu nous parles un peu de ton actu, de ce que tu écris ou pas, de ce que tu fais en ce moment autour de l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Tout d'abord, je travaille aussi à l'écriture beaucoup à côté parce que je travaille aussi dans la communication, tout ça. Donc, j'ai toujours des projets d'écriture, même s'ils ne sont pas dans la littérature. Mais effectivement, il y a un deuxième livre qui est en train de germer, mais là, j'en suis.
au stade de la Ah, germination, c'est-à-dire que du coup, effectivement, j'en suis dans la structure. Bon, j'ai quand même, pour cet opus-là, là, je suis quand même, j'ai structuré, on va dire, j'ai fait une sorte de trentaine de pages, mais qui mhm. résume, une sorte de résumé du livre, d'abord de manière linéaire, et comme après il est déstructuré, puisque j'aime bien ça, pour retravailler la structure de mon livre, pour une fois, je me suis lancé sur une sorte voilà, de pré-livre d'une trentaine de pages, essentiellement sur l'histoire et la structure. Et donc, dès que je sens que ça va être totalement mûr et prêt, eh ben, je vais passer à la phase d'écriture, je pense. Donc, Ouais. j'espère, Et tu vas t'enfermer 15 jours dans ta grange. dès que je pourrai avoir 15 jours devant moi de libre et de totalement disponible à ça, je pense m'enfermer à nouveau dans ma grange et c'est parti. Et pour ceux qui souhaitent te suivre, comment ils font? Est-ce que tu as une page Facebook, un fil Twitter? Euh, Alors, j'ai Comment on Twitter, te suit? effectivement, Stéphane Grisard sur Twitter. J'ai un Instagram aussi à mon nom, Stéphane Grisard. Et j'ai également une page auteur sur Facebook, Stéphane Grisard, auteur, qui permet d'avoir effectivement l'actualité, les retours, de pouvoir s'exprimer, d'entamer des dialogues avec ceux qui ont lu le Oui, livre. Je peux aussi avoir des messages privés, etc. Quand oui. des personnes qui veulent me faire des retours de livres ou m'en parler ou aller plus loin dans la conversation autour du livre, voilà, il est possible de me joindre sur ces trois réseaux sociaux-là. Ouais, super. Donc Instagram, Facebook et Twitter. Super. Ouais, Stéphane Grisard à chaque fois. c'est ça. Écoute Stéphane, merci. Eh ben, Merci beaucoup pour ce moment que tu nous as consacré. bon, ben, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment, puisque en tout cas pour ma part, ça a été le cas. Bon, Comme à chaque fois, je suis effondrée parce que ça veut dire qu'on est à la fin et que voilà. un nouveau mois commence. Mais bon, ça veut dire aussi que il y a matière pour que le nouveau mois commence. Donc c'est quand même C'est bien. plaisant. Ouais, c'est plaisant. Ouais. Merci de m'avoir fait confiance. Merci Merci. d'avoir contribué à faire grandir l'arbre à palabres. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, d'échanger autour du livre. Ce sera en tout cas avec grand plaisir. Le moment s'y prête. Je te souhaite par la même occasion de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, je te dis à l'année prochaine et puis de belles aventures encore à venir. J'espère que tu viendras nous parler. Ce serait bien ça que je fasse une rubrique Que sont-ils devenus? Pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis, faire une petite rubrique et puis que tu passes nous faire de temps en temps un petit coup. Avec grand Ça plaisir. Je ferait suivrai plaisir. l'arbre à palabre et je vais suivre aussi les auteurs des mois de janvier, C'est vraiment février, gentil. Ouais, tous les ouais. mois qui vont Merci venir. encore. Ben, Merci en merci tout beaucoup cas à toi. à toi, Stéphane. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ouais, salut.